Les hommes politiques doivent rester très calmes et très distants et attendre la décision, et que la LICRA est le bon porte-parole du fait que on est tous un peu choqués par cette affaire quand même. Tout à fait. Emmanuel Anison, c'est du pain béni pour le Front National en ce moment, ça, non? Oui, j'imagine. Burkini, quand... Bien sûr, la période est hélas très porteuse pour le Front National. C'est pour ça que par rapport à ça, il faut qu'on arrive à rester à peu près calme. Encore une fois, peut-être à regarder comment on nous regarde aussi sur toutes ces questions, parce que vraiment, je trouve qu'on est tellement nombrilo-centré là que c'est cette mayonnaise monte et je crois que le regard extérieur est très bénéfique dans ces cas-là. On perd notre statut de pays des droits de l'homme, vous voulez dire, et de pays de tolérance? Bah oui, c'est exactement ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Bah oui, mais enfin peut-être à tort. Je suis désolée si effectivement des gens de bonne foi estiment que derrière le burkini et autres signes qui font perdre toute identité au corps et donc à l'esprit de la femme, il y a une véritable machine de guerre contre notre société occidentale libérale fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Moi, je me fiche éperdument que nos voisins nous considèrent dans un sens ou dans un autre. Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, il y a le Canada qui nous reproche aussi tout ce que vous dites. Je suis désolée, le Canada, il y a quelques mois ou peut-être quelques années, mais enfin il n'y a pas très longtemps, préconisait la mise en place de tribunaux islamiques au sein du Canada, édictant et se fondant sur la charia. Donc ils n'ont pas de leçons non plus à nous donner, ces gens-là. Chantal Joanneau, une réaction, vous qui enfin, c'est surtout les images qui font beaucoup de polémiques, les images qui sont très, très étranges d'ailleurs. Mais bon, c'est surtout les images qui ont fait polémique. Ensuite, sur le fait que la loi d'un pays, la loi de la République s'impose à toute autre forme de loi, y compris la loi religieuse. Je crois que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Effectivement, c'est un débat qui intéresse beaucoup le Parti Socialiste, beaucoup les Républicains et encore plus, évidemment, le Front National, parce que c'est ce qu'a dit Manuel Valls ce matin. Il a dit, vous voyez, la présidentielle, elle va se jouer sur la question du terrorisme et de l'identité. Mais ils sont très contents, ça exclut tous les autres partis. Et on ne parle pas de l'économie, on ne parle pas de la croissance qui est en berne au deuxième trimestre, et on ne parle pas des autres sujets qui intéressent les Français. On va revenir à la politique dans un instant. Ce sera après le journal de 20h30. Et dans les informés, comme tous les soirs, 4 invités. Yannick Halimi du Parisien, Emmanuel Anison de l'Obs, Jacques Bronstein de JQ et Chantal Joanneau, sénatrice UDI de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France. Alors on va maintenant parler politique avec cette campagne. Alors on vient de parler des différentes polémiques sur le Burkini, sur le camp de décolonisation, ça y est, je l'ai dit. Alors cette campagne va-t-elle être une surenchère sécuritaire? Chantal Joanneau. Sécuritaire, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle sera manifestement... de campagne de la peur. Oui. C'est-à-dire que j'étais vraiment interloquée ce matin en entendant Manuel Valls dire que la campagne sera autour des questions de terrorisme et d'identité. Et ça m'a beaucoup frappée parce qu'on voit que finalement, c'est un petit peu comme en 2007 et en 2012, c'est toujours Nicolas Sarkozy qui fait l'agenda politique et qui fait la campagne. Et encore une fois, moi je regarde ça aussi de mon parti. Ces grands partis qui ont gouverné et qui aujourd'hui portent collectivement les difficultés que nous avons, à savoir l'emploi, la croissance, les questions de logement, enfin les vrais gros sujets, quoi. On a toujours le sentiment qu'ils esquivent au moment des campagnes présidentielles, alors que c'est justement l'occasion d'apporter des réponses un petit peu concrètes. Donc, est-ce qu'elle sera sécuritaire ? C'est probable. La sécurité, comme thème de campagne, c'est ce que les Français attendent. Mais pourquoi pas? Écoutez, je veux dire, on ne peut pas échapper à la sécurité. D'abord, il reste encore 6, 7, 8 mois. Oui, les attentats ont marqué quand même. Et c'est bien normal. Je veux dire, c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre de tous les partis qu'ils apportent leurs solutions. En tout cas, leurs propositions à ce projet-là. Le seul sujet, mais c'est là où je suis pas d'accord avec vous, Madame Joanneau. Vous êtes dans votre rôle à l'UDI, vous stigmatisez les grands partis. Vous avez bien raison. Mais enfin, en tout cas, ça peut se comprendre. Mais c'est quand même pas tout à fait vrai ce que vous dites. Les programmes que l'on commence à connaître, bon, je veux pas parler uniquement de celui de Sarkozy.
Pardon ? Il n'y a jamais de débat sur des questions. Non, mais attendez, la campagne vient d'être lancée, il n'y a pas encore les candidats, les primaires. On peut dire que c'est de Sarkozy gauche. qui l'a lancé lundi. Hein. Non, mais peut-être. Sarkozy, oui, peut-être qu'il a ça, mais il n'est pas encore le candidat officiel. Non. Le sera-t-il jamais ? Je ne sais pas. Des Républicains, toujours est-il, ce que je veux dire, c'est que, pour ne parler que de Sarkozy, mais pas que, il y a des propositions économiques, fiscales et financières extrêmement précises. Donc moi, je ne veux pas non plus tomber et crier haro sur les partis républicains au sens large du terme, sous prétexte qui sont pour moi des faux prétextes. C'est pas vrai pour le moment. Ils ont des propositions. On veut parler d'Europe, on veut parler d'autres sujets. Mais monsieur Sarkozy, je ne veux pas parler que de monsieur Sarkozy, mais puisque c'est lui, il a des propositions et les grands partis vont avoir des propositions sur autre chose que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Il se frappe pas sur ces sujets-là. Moi, ce qui me frappe. Moi, j'ai vu 2012, j'étais à l'intérieur en plus. Ce qui me frappe dans ces jours-ci, là, c'est que François Hollande a à peine réagi sur cette question du burkini. On a vu qu'il ne voulait ni provocation ni stigmatisation, à Nini, une sorte de. Bah oui, mais il est embêté avec le Premier ministre et Najat Vallaud-Belkacem. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué, mais on a l'impression que c'est une position en retrait. C'est Valls qui monte au créneau contre Sarkozy, c'est Valls qui monte au créneau sur le burkini. Il se prépare à être un recours. Emmanuel ? Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il doit être très occupé en ce moment, manifestement, à mesurer ses forces en interne. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, l'histoire de ce sondage secret fait par le PS sur qui peut gagner à la primaire. Et il arrive derrière Montebourg. Dont les Français ne veulent pas trop, de Montebourg. Les sondages le disent. Mais ouais, bon. En tout cas, je pense qu'effectivement, la bataille interne et la primaire qui se présente doit faire partie de ses préoccupations en ce moment de manière assez douloureuse. Alors, vous parlez de François Hollande, là. Oui, d'accord, pas de Manuel Valls. Non. Il y a Gérard Filoche qui souhaite d'ailleurs que François Hollande se retire. Jacques Bronstein, qu'est-ce que vous en pensez ? De Gérard Filoche, pas énormément de choses non plus. J'ai beaucoup de respect pour son parcours, mais j'ai pas l'impression qu'il représente... il est candidat à la primaire lui aussi. Hein. Oui, mais l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, dans les deux grands partis, c'est assez clair chez les Républicains, grosso modo, il y a Nicolas Sarkozy qui veut mettre le débat sur les questions d'identité et de sécurité, et Alain Juppé qui voudrait qu'on parle un petit peu plus d'économie et un peu plus d'autres choses. Et c'est une sorte de bras de fer. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a la main, puisqu'il vient de lancer sa campagne, et que les campagnes de Nicolas Sarkozy, c'est une proposition par jour, 7 meetings, 23. Mais à un moment, il peut peut-être s'essouffler. D'ailleurs, les sondages n'ont pas l'air d'être si bons que ça. Et Juppé peut revenir plus mollement, plus dans un style Juppé. Et je dirais qu'il se passe à peu près la même chose au PS, sauf que c'est un petit peu moins clair. C'est que finalement, Hollande-Valls, on ne sait pas lequel il va, mais enfin bon, ils sont sur ces questions de sécurité et Montebourg, lui, voudra amener ça sur l'économie. Alors justement, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Cette déclaration de Jean-Marie Le Guen, qui est ministre chargé des relations avec le Parlement. Au second tour de l'élection présidentielle, le candidat républicain sera vraisemblablement face à Madame Le Pen. Eh bien, il faudra bien qu'il appelle aux républicains de l'autre bord, aux républicains de droite si c'est le candidat de gauche, aux républicains de gauche si c'est le candidat de droite. Mais il devra non pas mécaniquement compter sur le support du camp d'en face, mais aller les chercher en quelque sorte et construire une gouvernance. Et donc, il faut en parler dès maintenant. C'est pas une union nationale, c'est une recomposition politique. Parler de front républicain alors que la campagne n'a pas encore vraiment commencé, ou tout juste, on a quand même l'impression que la gauche se prépare déjà à perdre à un 21 avril. C'est clair. Jannick. C'est clair. Vous aussi, vous avez cette impression. Là, je suis stupéfaite. C'est clair, j'en perds une deuxième fois ma voix. Mais c'est clair. Là, ça y est, c'est plié. Pour Jean-Marie Le Guen, ce sera la droite contre l'extrême droite. Et c'est bien ça qu'il a dit. Hein. Et il se projette. Pas complètement, mais enfin, beaucoup quand même. J'ai entendu ça, moi. Enfin, son scénario. Et un candidat républicain contre Marine Le Pen. Donc c'est quand même extraordinaire. Cela dit, il faut pas un gros effort d'imagination pour imaginer ce scénario. Ce qui est terrible, c'est que un ministre socialiste en fonction le dise comme si c'était comme une évidence. Ça, c'est extraordinaire tout de même. Alors la gauche est quand même très divisée, peut-être plus que les républicains. En tout cas, par exemple, Mélenchon, est-ce qu'il peut effectivement être très offensif et faire du mal à la gauche qui veut Emmanuel Nizan?
Mélenchon, en tout cas, il a une vraie carte à jouer, effectivement. Quand on voit le désastre là, de les miettes du Parti socialiste, cette primaire avec 14 rassemblements, voilà exactement. C'est sûr que lui, hors primaire, se plaçant en observateur un peu amusé, comme il le fait en ce moment, a une carte à jouer. Une carte à jouer ? Oui, je pense qu'il a au moins un double pouvoir de nuisance par rapport au Parti socialiste et à son candidat. C'est que quantitativement, il peut représenter quand même entre 10 et 15%. Enfin, c'est ce que les sondages lui créditent, premièrement. Pardon. Et deuxièmement, sa posture est de se mettre en dehors de la primaire de la gauche. Donc, de toute façon, ce sera des voix en moins au candidat socialiste. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un Benoît Hamon, qui, lui, alors ne fera certainement pas entre 10 et 15, premièrement, et deuxièmement, s'inscrit dans la primaire. Donc, une fois la primaire passée, ce ne sera plus un danger pour le candidat socialiste. Donc oui, Mélenchon peut faire énormément de mal aux candidats socialistes. Alors, il y a les écologistes aussi, ils sont en train de tenir leur journée d'été, je ne sais plus comment ça s'appelle, en ce moment à Lorient. Les Verts, chez eux aussi. C'est pas la peine de vous appeler les écologistes. Je suis écolo et je me sens pas verte. Les Verts, ou Europe Écologie Les Verts, comme vous voulez. Eux aussi vont avoir des primaires, et chez eux aussi, c'est pas très clair. Est-ce qu'ils peuvent décoller un peu, parce que ces derniers temps, ils avaient des scores quand même à râler pâquerettes, Chantal Jouanneau. Au sein de la gauche, qu'on voit effectivement, j'aimais bien le titre de Libération, d'ailleurs la gauche s'éclate, enfin je pense qu'elle s'éclate contre Hollande d'ailleurs, essentiellement, mais elle s'éclate parce qu'elle a des très grandes divergences idéologiques qui se font jour, et vous avez raison, c'est pas le cas à droite, il y a pas de rupture idéologique aussi. Il y a beaucoup forte. De candidats quand même. Il y a beaucoup de candidats, mais regardez leur programme, vous verrez qu'après ils peuvent placer des priorités différentes, donc économie ou sécurité ou autre, mais il n'y a pas de rupture fondamentale dans leur projet. Par contre, alors les Verts, effectivement, ils ont repris une posture qui est une posture assez ancienne. Quand les Verts ont absorbé Europe Écologie, ils ont basculé complètement plutôt à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, ils ont eu des alliances pour les élections départementales avec l'extrême gauche. Et donc, il y aura peu de candidats chez les Verts. Faut pas se leurrer. Il y en a déjà Cécile Duflot, Yannick Jadot, quand même. En tout cas, ils ne seront pas, à part Yannick Jadot, mais qui lui est issu d'Europe Écologie. Il n'est pas issu des Verts. En tout cas, Cécile Duflot, elle sera dans une opposition assez forte, elle a toujours été d'ailleurs, aux socialistes et au gouvernement, parce qu'elle est d'une idéologie qui est beaucoup plus à gauche que l'actuel gouvernement, où on trouve un Macron, donc c'est vraiment pas ce qu'il fait à gauche. Jacques Bronstein. Écoutez, oui, ça a l'air très très compliqué, mais je dirais que le système des primaires autorise cela. C'est que n'importe qui peut dire, moi je suis candidat aux premières, ensuite il faut avoir les parrainages, et ensuite ça autorise à faire un petit peu n'importe quoi. Ce qui est un petit peu étonnant pour ce qui est du PS, c'est que Arnaud Montebourg, qui visiblement a d'énormes ambitions, n'ait pas fait un peu le ménage avant de se présenter, où il se retrouve quand même avec 9 autres candidats plus à gauche que lui, qui est censé incarner la gauche du PS. Bon, ça c'est peut-être tactiquement pas très réussi. Maintenant, il est normal qu'il y ait autant de candidats à ce moment-là, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse, parce que beaucoup de gens n'auront pas les parrainages, et puis qu'à un moment, j'espère que, pour elle, que la gauche arrivera à quand même éviter d'avoir autant de candidats, parce que sinon, effectivement, il va se passer ce que disait le ministre tout à l'heure. Donc, on reviendra sur la politique dans un instant. Il est 20h45 sur France Info. Vous êtes dans Les Informés, et on se retrouve. Voilà, dans Les Informés, on va rester sur la politique. On a parlé beaucoup du Front National, mais sans vraiment en parler. Là, aujourd'hui, on a appris que Jean-Marie Le Pen, le père, donc, va effectivement fonder un parti politique. Il l'a redit, il l'avait déjà dit. Et surtout, il veut revenir dans la course politique pour les prochaines législatives de 2017. Alors, est-ce qu'il a encore une capacité de nuisance, Jannick Halimi? Écoutez, médiatique, certainement. Ça fait toujours désordre de voir ces guerres picrocolines et familiales au sein d'un parti qui se voulait en plus différent de tous les autres. Donc bon, il y a toujours ce pouvoir de nuisance symbolique. Politiquement, je crois qu'il aspire à avoir des candidats aux législatives dans 150 circonscriptions. Je crois qu'il dit qu'il en a déjà une 60aine. Est-ce qu'il les aura vraiment? C'est quand même peu sûr. Un coup de bluff? Probablement. Il s'y lancera probablement, mais de là à ce qui gêne véritablement l'implantation et l'enracinement du Front National, canal historique, si je puis dire, je ne pense pas.
Emmanuel Anisant, ça peut être un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, son père, encore une fois. C'est un caillou affectif, je ne sais pas si ça va être un vrai caillou politique. Oui, le Front National a mis quand même très longtemps avant d'avoir des candidats et des élus, quoi. Donc, aux législatives, je ne vois pas très bien comment Jean-Marie Le Pen aujourd'hui peut la gêner réellement, concrètement. Voilà, j'y vois plutôt effectivement le coup de bluff, un vieux flibustier. Moi, quand je vois ça, je repense à chez lui, dans son château, là, à l'entrée. Il y a un énorme tableau qui va du plafond jusqu'en bas, où on le voit justement en pirate, enfin voilà, avec des cuissardes qui lui remontent jusqu'aux fesses. Voilà, quelqu'un qui est capable d'avoir cet autoportrait absolument grotesque. Merci pour l'info. Voilà, et qui, je pense, est capable de partir comme ça sur des batailles totalement perdues. Jacques Bronstein, non, je suis assez d'accord. Je pense qu'en termes électoraux, ça change pas grand-chose, parce que bon, il a réussi à convaincre Karl Lang, qui ne représentait rien. On se souvient il y a quelques années quand Maigret avait quitté le FN. C'est pas la première fois qu'il il avait fait 2-3%. Donc en termes électoraux, c'est pas grand-chose. Après, en termes d'image, effectivement, le FN, c'est une marque. La marque, c'est la marque Le Pen. Et le fait que le père ne s'entende pas avec la fille, qui s'entend mal avec la nièce, qui aime bien le père, mais pas tout à fait au point de... Et toujours un truc assez compliqué à gérer pour l'image de cette marque. Et tant mieux. Mais quand même, Chantal Joanneau, aujourd'hui, dans ce contexte, notamment tendu autour de l'islam, qu'est-ce qui peut enrayer la montée du Front National ? Moi, je pense que cette affaire familiale, et d'ailleurs, je le regrette profondément, elle va plutôt aider Marine Le Pen, puisque lui représente, dans l'image collective, une vision très dure du Front National. Elle est une vision dite modérée de normalisation, et finalement, ça va l'aider, parce qu'on va se dire, vous voyez, elle s'est tellement normalisée que le canal historique dur s'en éloigne. Et ça me rend très triste, parce que la réalité, nous, on a des élus au Conseil régional du Front National, ils sont 21. Je peux vous dire que les jeunes qui sont issus donc de la branche Marine Le Pen, quand on voit les anciens, parce qu'il y a encore quelques anciens qui étaient issus plutôt du canal dit historique, les anciens, ils font modérer par rapport aux jeunes. Dans les prises de position des élus, on a vraiment affaire à des gens qui sont très dur, alors 100 fois lillois, qui organisent des baroufs, enfin on est très très loin d'un esprit démocratique et républicain. Enfin bon, donc, de toute façon j'ai une idée très tranchée sur le Front National, donc je pense que paradoxalement ça va l'aider médiatiquement et politiquement, même si la réalité n'est pas du tout celle qu'on croit. Qui veut réagir là? Vous pensez que le Front National n'est donc pas son meilleur ennemi, comme il l'a été par le passé quand il y a eu scission justement? Yannick Halimi? Son meilleur ennemi à qui? À lui-même. Je pense que Madame Joanneau a peut-être raison, effectivement, que ça donne une sorte de crédibilité et de piédestal, d'honorabilité à Marine Le Pen, à son parti. Voilà. Maintenant, on peut espérer que ce que peut faire comme bruit et comme air Jean-Marie Le Pen. Ça n'ira pas très loin. N'ira pas très loin. Donc l'effet positif que effectivement ça pourrait avoir sur le Front National stricto sensu sera d'autant plus limité. Mais cela dit, pour revenir à votre question initiale, qui est qu'est-ce qui peut arrêter le Front National? Oui, vous allez répondre à Mme Joanneau. J'aimerais que vous passiez aux actes aussi. Mais tous les facteurs objectifs, en tout cas, qui ont poussé le Front National, je veux parler de la crise économique, je veux parler des problèmes, on va dire, des sécurités, et puis le fait que l'Europe n'apporte pas de réponse, et pire... Un victime de la clim, lui aussi. Voilà, merci, je suis pas la seule, est en train de se déliter. Ces trois facteurs-là donnent raison, enfin, de façon superficielle, mais à ce qui a fait les boosters du vote Front National en France. Chantal Joanneau? Oui, justement, parce qu'en fait, je suis désolée, j'ai pas complètement répondu à votre question. C'est pas grave, allez-y. Jamais trop tard. Quand on commence à parler vraiment sérieusement des approches économiques, justement. Oui, bien sûr. Là, et qu'on regardez ce qui se passe avec le Brexit, quand même, qui est quand même le Brexit, c'est le discours du Front National, à savoir, on sort de l'euro, on sort de l'Europe, on ferme la porte. On sort. Effectivement, quand vous voyez le rétropédalage de ceux qui avaient porté le Brexit au sein du Royaume-Uni, qui disent « Ouh là là, non, finalement, attention, danger économique », c'est la preuve
par A plus B que ce que prône le Front National est un non-sens économique. Est-ce que les Français le perçoivent comme ça? J'aimerais être aussi catégorique que vous, parce que le Brexit, c'est aussi la preuve qu'on peut sortir de l'Union européenne. Oui, sauf que là, sans c'est qu'il y ait pas de fait. catastrophe. Non, justement. Sauf que justement, là où mon discours a ses limites, c'est que le Brexit, ça se fait dans un délai maximal de 5 ans, donc ça va pas se faire tout de suite. Donc la catastrophe, on va pas l'avoir tout de suite, même si encore plus. même si déjà la monnaie s'est dévaluée. Oui, mais ça dope les exportations. Oui, ça c'est. Non, mais là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que c'est pas aussi catégorique que ce que vous voulez dire, et automatique. Que quand on commence à parler sérieusement des questions économiques, de comment on relance le logement, là, on voit un Front National qui est quand même beaucoup moins sûr dans son discours. On voit ses incohérences et on voit ses limites. On se retrouve tout de suite. Il est 20h53 sur France Info. Et on va terminer ces informés par un sujet triste qu'on vient d'évoquer à l'instant, un sujet moins lourd. L'histoire d'une femme, une rousse incandescente et celle d'un petit pull aux coutures retournées.